Il y a des désertifications. Désertification qui est là. Le cours d'eau, les ruisseaux et les cours d'eau sont en train de tarir. Voilà. Et la nappe phréatique pose un problème. Pose un problème. Et tout ça, ce sont des choses que je vois quand on va à l'intérieur des pays, que ce qui se limite au niveau de la capitale ne voit pas. Et tout cela, au niveau des écoles, ça ne va pas. Il n'y a pas l'avenir au niveau des villages, les emplois, il n'y en a pas, l'agriculture n'est pas organisée, d'où les jeunes préfèrent quitter le village pour aller tenter leur aventure. Alors, donc vous êtes d'accord pour la décentralisation du pouvoir? Oui, je suis surtout d'accord pour la décentralisation du pouvoir. Mais la décentralisation, ce n'est pas seulement la décentralisation politique. Il faut que ça soit, il y ait une bonne volonté pour laisser la possibilité aux régions, aux provinces, de travailler librement sans qu'ils soient tout le temps intimidés ou intimidés par les pouvoirs centraux. Qu'on laisse la population, qu'on laisse le gouvernement central. Mais la Constitution le dit, hein, le 60% pour le gouvernement central. 40%, oui, mais ça c'est l'accord pour la rétrocession, mais qui a toujours du mal à être envoyé, il faut le réclamer à chaque fois. Moi je pense aussi qu'il y a la possibilité de sortir le pays de cette crise économique. Pourquoi? Alors, oui, allez-y. Aujourd'hui, nous savons que donc 70 à 75% de la population congolaise est paysanne et rurale aussi. Et c'est là où il y a beaucoup plus de pauvreté. Et c'est la population. On a des techniques avec des panneaux solaires et tout comme ça. L'État, photovoltaïque et photovoltaïque. Voilà, l'État peut mettre en place une politique agraire, c'est-à-dire des villages, par exemple, de 20 personnes espacés, et ces villages sont avec leur culture derrière leur maison. Alors, je vous fais une parenthèse, il y a une étude qui a été faite en disant que chaque Congolais peut avoir 200 hectares par rapport à notre superficie. Voilà, c'est ça ce qu'il faut faire. Et on met en place la coopérative paysanne, et à partir de là, si on a tout cela au pays, ça va arrêter l'exode rural, parce que les enfants qui naissent chez les paysans, ils ont juste leur hectare derrière leur dos, avec même le système de pompage, puis d'eau, pour essayer d'irriguer ou arroser leurs plantes, mais on n'en a même pas besoin parce qu'il y a quand même beaucoup de pluie chez nous. Donc, c'est question d'être organisé et mener la politique, aller enrichir les pauvres. Et une fois que les pauvres sont devenus riches, mais on a résolu les problèmes de la pauvreté. C'est facile à dire, bien entendu, qui est appliqué à partir du moment que la politique gouvernementale ne regarde pas l'aspect social. On voit au niveau de l'élan gouvernemental, le gouvernement met l'accent au niveau, comme je disais, entrepreneuriat, des grandes entreprises, et également sur la politique de rigueur. Même au niveau de social, on ne voit pas grand-chose. On parlait de 200 bis qui vont être mis en circulation au mois de juin, là, le 30 juin, d'ailleurs, la date proposée par le gouvernement, déjà la date historique par rapport à l'indépendance, etc., qui nous rappelle quelque chose aussi. Et derrière cela, il y a eu cette décision qui a été prise d'empêcher le véhicule de moins de 10 ans de rentrer en RDC. Qu'est-ce que vous en pensez de cette décision qui est vraiment anachronique, hein, une décision qui ne correspond absolument pas à l'économie parallèle qu'on peut faire pour essayer de s'en sortir dans ce pays? Bon, moi, je dis seulement que donc, on n'a pas interdit aux Congolais d'importer des voitures. Ils ont seulement dit que les voitures de moins de 10 ans. C'est ce que je viens de dire. Voilà. Et cette mesure aussi, je l'ai observée dans d'autres pays comme au Sénégal, tout comme ça. Et en Angola? Oui, les voitures de moins de 10 ans ne rentrent pas. En fait, je pense que je ne sais pas quel est le programme du gouvernement, mais si à l'époque de Mobutu, je savais qu'il y avait maintenant des usines qui commençaient à monter des véhicules sur place, une telle mesure allait être bien reçue. Pourquoi? Parce qu'il y a la possibilité, on monte des véhicules chez nous, on peut les acheter chez nous. Une chaîne de montage. Voilà. Mais maintenant, si c'est dans le but là de reprendre, de monter le véhicule chez nous, je peux dire que bon, voilà, c'est une mesure qui permet aussi de décourager les importateurs de véhicules pour miser sur l'achat des véhicules construits et montés sur, des véhicules montés sur place. Si c'est ça, il n'y a pas de souci. Ou alors,
le gouvernement a mis en place déjà une politique d'importation de véhicules avec des concessionnaires et pour décourager que les véhicules qui ne sont pas à mesure de rouler, qui causent beaucoup d'accidents, des pollutions, ainsi de suite au niveau de Kinshasa, puissent être réglementés. Moi, je ne vois pas là où il y a des soucis. Mais par contre, si cette mesure a été seulement prise pour nuire à la diaspora congolaise, pourquoi? Parce que ce sont des combattants. Là où je dis que non, on ne prend pas de mesures impersonnelles comme ça. On ne prend pas de mesures pour viser la catégorie, une seule catégorie de sa population. Et là, je condamne. Je vais revenir par rapport à la diaspora, on en terminera avec ça parce que c'est un sujet assez brûlant, assez important. Je reviens encore par rapport à ces véhicules. Matata Pognon apporte un argument en disant que après la commande de ces 200 véhicules, pour la circulation, permettre le Congolais de mieux se mouvoir à Kinshasa. Oui, alors ils vont mettre en place un système de crédit, ils vont faire venir de l'Italie pas mal de véhicules comme le 207, ces véhicules-là, dans ce genre-là, de taxi bis, pour permettre aux particuliers de récupérer ces véhicules-là en crédit pour, bien entendu, faire l'autogestion de ces transports. Que pensez-vous de ce? Oui, mais c'est toujours des avancées significatives. Ce sont des mesures de bonnes intentions. Une fois que ça sera mis en place, après on verra. On va les juger par l'acte. Ce sont des mesures de bonnes intentions. S'ils ont refusé ça parce qu'il y aura l'importation de bus, ça rentre dans les cadres où j'ai dit de montage, ça revient presque au même. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement est en train de mettre en place des possibilités de donner aux Congolais la possibilité de disposer de véhicules à crédit pour faire le transport. Dans ces cas, il y a lieu de dire que bon, voilà, les véhicules que moi, le gouvernement, je vais importer sont à peu près de tel état. Alors, pour aussi décourager que ça concurrence ou ça empêche le développement de la mesure qu'il appuie et bloquer des véhicules au-delà de 10 ans. Moi, je pense que c'est bien. Toutes les mesures, il n'est pas dit aux Congolais d'acheter que des voitures de moins de 10 ans pour les envoyer au Congo. Voilà, donc on dit que les voitures de plus de moins de 10 ans, on met pour acheter la voiture, même si le véhicule est de plus de 10 ans, on ne l'achète pas souvent d'un seul coup. Hein. On donne un peu, mais maintenant donnons un peu pour acheter les voitures que le gouvernement congolais veut. Alors on terminera avec cette partie sécuritaire à Kinshasa où tout le monde se demande comment on pourra éradiquer cette situation récurrente. Cette situation d'une gravité absolue, le cas de Kuluna. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Kimbuta, essaye tant bien que mal, essaye de faire quelque chose, bien entendu, pour éradiquer cela, mais en réalité, il n'y arrive pas. Le gouvernement non plus n'y arrive pas. La solution, les gens s'organisent en milices dans des communes pour chasser ces bandits. Ben, le gouvernement a perdu de sa superbe si déjà ce gouvernement-là essaie de faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est ce gouvernement? En tout cas, c'est vraiment... Je regrette quand même, dans un pays qui a un gouvernement, qui a de la police, qui paye des policiers, qui soient incapables de venir à bout de Kuluna. Les Kuluna, ce sont des jeunes qui sont désœuvrés pour la plupart d'entre eux et qui n'ont pas d'autres moyens que, après avoir demandé s'ils n'en ont pas, ils commencent à utiliser la violence pour en avoir. Il faut une politique d'encadrement des jeunes d'abord. Et après, les systèmes de café là, par exemple. Non. Moi, je sais qu'à l'époque où nous on a grandi à Kinshasa, on s'est surnommé, moi je suis scellé. Mais Mobutu, ils ont régné à un moment donné. Mais le gouvernement de Mobutu les a éradiqués, ça a été fini. Et voilà, les Bouddhas n'étaient pas, c'était pas moins que le Kuluna, c'était plus que le Kuluna en banditisme. Et ça a été fini, il y a eu le système des cafés là, il y a eu le système
le couvre-feu, que les enfants à telle heure, donc il faut qu'ils rentrent à la maison, et quand il y a la tournée des mobiles, qu'on voit les véhicules de mobiles, on courait. Donc tout est question de la volonté. Les gens mangeaient un tout petit peu de... Ils mangeaient. Voilà. C'est pour ça que les gens sortent aujourd'hui jusqu'à tard dans la nuit pour pouvoir apporter quelque chose. Mais tout est question... Et ça ramène aussi l'insécurité. Oui, mais c'est aussi, tout est question de la volonté politique. J'ai beaucoup regretté de suivre, pas plus qu'avant-hier, la guerre entre les Koulouna et les étudiants au campus de Kinshasa. Les Koulouna commencent à attaquer les campus et les étudiants ils ont dit qu'ils en ont marre. Et la guerre, 2 jours de suite, devant les policiers. Alors, 2 jours de suite devant les policiers, je reviens sur la responsabilité des élus, les députés. Bientôt, il y aura les élections, là, pour choisir le sénateur. Non, choisir le gouverneur. Hein. Dites-moi, vous avez été candidat en 2006. Là, on voit votre affiche. Voter Nimba Mpele. Vous étiez candidat dans quelle circonscription? J'étais dans la circonscription de Yumbi, dans le Grand Dondo, Lac-Maïndombe. Vous avez choisi votre village natal, bien entendu. Comment en 2006, oui, comment en 2006 vous êtes organisé pour battre campagne et je pense que vous avez perdu ces élections? Enfin, oui, on peut dire comme ça, oui. Pourquoi? Bon, alors je me suis bien organisé pour battre campagne, j'ai battu campagne et effectivement sur le terrain, les choses, surtout à l'intérieur du pays, les choses ne se passent pas d'une manière catholique. Donc vous débarquez de l'Europe avec vos costumes argent et vos véhicules, et croyez-vous aller comme ça conquérir votre population, comme ça, de votre territoire? Vous êtes allé plusieurs fois tâter le terrain et voir mettre aussi, comme certains font, des ponts, des routes, etc., organiser des soirées avec des t-shirts. Comment vous êtes arrivé à faire ces élections? Le territoire est mon pays. Et depuis que je suis en France, j'ai parté. Il y a rarement de voyages que je fais au pays sans arriver dans mon village. Ils sont avec moi, je suis leur élu du cœur, même si je ne siège pas au Parlement, et personne ne peut me le contredire. Même aujourd'hui, là où je suis, je reçois... Alors vous avez été volé de vos voix? Je peux dire que oui, ça a été volé. Comment? Expliquez. Bon, alors, il y a des problèmes... Une question, vous étiez de quelle obédience? J'étais dans l'opposition. J'étais avec le regroupement politique qui s'appelle Renaissance Plateforme Électorale, qui a été créé par Ken Wadono, mais lui il n'était pas là, mais c'est Kitenguyezo, le Vunwao, qui a assuré sa sur place. Donc mon parti politique que j'avais, qui s'appelait Rassemblement des démocrates et progressistes, s'était rallié dans ces regroupements politiques pour aller battre campagne. Mais nous, on n'avait pas un président candidat. Pourquoi? Parce que comme Wadono n'était pas partant. Et nous nous sommes allés. Je ne voudrais pas revenir sur ces élections parce que j'en ai eu beaucoup de temps. J'ai fait des conférences de mon retour ici pour expliquer tout ce qui s'est passé. Hein. Je crois qu'il y en a... Donc il y a assez de la matière pour que les gens puissent se référer à ce que vous avez fait comme émission. Revenons ici dans la diaspora. La diaspora aujourd'hui est décriée, en fait les combattants, pas la diaspora, pardonnez-moi mes chers compatriotes de la diaspora, il y a la bonne et la mauvaise diaspora, il faudra tenir compte de cela. Il y a aussi également de vrais et de faux combattants, il faut aussi se rappeler, de se souvenir de cela. Dites-moi, on est dans un combat, le combat part dans tous les sens. On a commencé le combat dans une logique noble où on devait bien entendu sortir le pays de l'ornière, faire passer des revendications. Aujourd'hui, une bonne partie des revendications sont reprises par le gouvernement de la RDC. Si aujourd'hui il y a eu ces accords de Kampala, même jusqu'à Addis Abeba, c'est grâce aussi à l'effort fourni, consenti par la diaspora. La diaspora fait un travail formidable que je ne vais pas encore rappeler ici. Mais là, on se retrouve avec cette forme de voyoucratie qui nous tient par la gorge. Qu'est-ce que c'est cette histoire?
Et pouvez-nous donner un peu votre vision que vous avez à travers ces éléments que je viens d'évoquer et ce que vous avez aussi comme élément? Ok. Je crois que donc... Avant de parler de la musique, hein, je parle de la diaspora. Parce qu'on va parler diaspora, moi je fais partie de la diaspora depuis longtemps et j'ai beaucoup milité en mon temps ici. Avant d'aller en politique, je ne suis pas allé comme ça. Je suis les gens qui ont été ici au sein de l'UDPS et jusqu'à l'arrivée du président Laurent Désiré Kabila à Kinshasa, avec la chute de la Deuxième République, j'étais le vice-président de l'UDPS Île-de-France, avec notamment Kabasele Chimanga comme représentant, de Yonkoussou comme le conseiller de Kabasele Chimanga, de Pétolo, de Madame Gessé du Poyo Kazakou aux affaires étrangères. Voilà, donc on a beaucoup milité avant l'arrivée. Donc c'est pour dire que nous savons ce que c'est la lutte, nous savons quel a été notre combat. Et aujourd'hui, je regrette au sein de la diaspora, il y a une sorte de déviance, il y a un déplacement de la lutte. Ce n'est pas la lutte d'origine que d'ailleurs je sais que donc vous aussi, quand je parle de la lutte que j'ai menée, vous vous retrouvez aussi, ce n'est pas de cette lutte-là. Il y a une sorte de déviance, c'est une récupération. Récupération de la lutte sous le label des combattants, et cette récupération pour servir aux besoins ou à des problèmes personnels, individuels. Donc, je peux même dire que, pour être dire, je dis que donc c'est l'importation de Koulouna dans la diaspora. Et ce n'est pas bien. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il est temps de faire les états généraux de la diaspora pour recadrer la lutte, définir les orientations, de nouvelles orientations et avoir une structure. L'organisation dit que voilà notre représentant, c'est de la diaspora. On ne prend pas au sérieux, on n'est pas crédible. Chaque combattant est combattant lui-même, président, lui-même, ceci. Il n'y a pas une structure crédible qu'on peut dire que voilà, les Congolais sont organisés, voilà la hiérarchie, il n'y en a pas. Alors, quel combat allons-nous mener pour aller conquérir les pouvoirs de cette manière-là? Non. Ça, c'est un. Deux. L'ennemi du Congo a été désigné. L'ennemi du Congo, on le connaît, par notamment les biais des rapports des Nations Unies qui a été désigné, c'est le Rwanda, avec Paul Kagame, et l'Ouganda avec Yoweri Museveni, et le Burundi. Et nous savons aussi que ce ne sont que des pions, parce que les commanditaires principaux sont dans les pays où nous vivons, les pays occidentaux. Et c'est-à-dire les multinationales et aussi des bourses de banque, etc. Par biais des combattants qui a beaucoup plus mobilisé nos compatriotes au sein de la diaspora. Quel est le groupe, un seul groupe de pression que nous avons mis en place pour inquiéter ne serait-ce que les sièges des multinationales ici ou rien? Donc, on ne sait pas définir nos cibles. Prendre des avocats, entraîner le multinational devant des cours et tribunaux. Il n'y a pas. Comment on va nous prendre au sérieux? On ne fait que crier dans la rue, parler, insulter, injurier, mais ce n'est pas ça qui va changer le Congo. Je crois que la lutte a été déviée et ça a découragé plus d'un, et beaucoup de combattants d'origine, enfin pas d'origine, combattants d'antan comme nous. On est découragé parce qu'on ne se retrouve pas dans la lutte on se donne des grades, je suis général parce qu'il a tapé ceci, et il suffit de taper quelqu'un pour avoir un grade militaire au sein de combattants. Non, moi je pense que c'est une déviance et c'est l'importation de Koulouna, de l'anarchie au sein de la communauté congolaise, de la diaspora, donc je n'accepte pas ça. Vous n'acceptez pas, beaucoup de gens n'acceptent pas non plus parce qu'aujourd'hui, quand on voit des manifestations, des sittings, on voit même des conférences, les gens ne font plus ça le compte. Les gens pensent à autre chose, mais tout en sachant, tout en attendant que le jour meilleur viendrait. Hein, je ne sais pas si ça pourra venir. Mais ce que les gens réclament, il faut qu'il y ait une structure. Vous l'avez évoqué, les principes de structure. Comment pensez-vous s'organiser par rapport aux structures? Parce qu'il y a plusieurs diasporas. On commence par, il y a Londres, il y a Paris, il y a Belgique, il y a Canada, il y a les États-Unis, il y a Afrique du Sud, il y a Australie. Enfin, comment pensez-vous quelle est l'idée? Alors moi je pense que chaque pays va d'abord s'organiser. Et dans chaque pays, créer leur comité. Et chaque comité avec un responsable. Et
après que tous ces pays se sont organisés, bien hiérarchisés, à ce moment-là, on va convoquer les États généraux de la diaspora à un endroit où on ne peut pas emmener tout le monde. Le représentant de chaque pays, il va avec des recommandations, des recommandations de leur base pour aller mettre en place une politique commune que nous tentons de mener pour la suite du combat. Et à partir de là, les délégations vont voter les responsables de la diaspora. Que ce soit qui habitent en France, aux États-Unis, en Angleterre ou où, mais nous savons qu'aujourd'hui, les barrières, les frontières n'ont plus de sens parce qu'il y a l'Internet, on se communique à tout moment. Il y a toujours un moyen de se communiquer, même si on est dans différents endroits. Comme ça, dans la tête des gens, ils savent que, voilà, au Congo, quand on parle de combattants, les leaders, c'est un tel. Et à ce moment-là, chaque comité au niveau des pays peut rentrer en contact avec des soutiens qu'ils veulent, tout en sachant que donc, en donnant rapport au niveau du numéro 1 de combattants et mener des actions, définir les actions que nous aurons à mener, surtout sur le terrain, contre l'ennemi du Congo et contre les changements politiques dans notre pays. C'est comme ça que ça va passer. Alors, comme ça va se passer, je pense que nous le souhaitons tous d'ailleurs, de voir à l'horizon une structure, enfin que les gens qui faisaient confiance aux responsables, entre guillemets, de la diaspora, parce qu'il n'y a pas de responsable aujourd'hui, il faut des responsables, il faut un interlocuteur valable, afin que les États puissent discuter avec ces interlocuteurs-là. C'est que la France attend aussi, la Belgique également, donc c'est structuré pour avoir une certaine visibilité à travers la diaspora et la communauté internationale. Je reviens sur les cas d'espèce qui touchent le combat aussi. D'aucuns pourront dire que voilà, le combat arrive à un niveau où certains veulent que la musique revienne et d'autres disent que non. Et certains, d'autres que j'ai pu discuter longuement avec eux, disaient: moi je pars sur une posture beaucoup plus élaborée en disant si la musique venait à revenir, je pense que nous aurions moins de Kuluna dans le combat, parce que ces gens-là ont perdu de leur superbe, ont perdu de leur identité musicale, parce qu'il n'y a plus de musique. Ils ramènent leur niaiserie, leur bêtise dans le combat. Si on leur donne leur musique, nous serons tranquilles dans notre combat. Que pensez-vous de cette option? Non, cette option-là, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne crois pas, parce que au niveau du Congo, il y a la musique tout le temps, mais il y a aussi l'expansion de Kuluna. Donc, et pourtant, quand il y a les concerts, ce sont des Kuluna qui y vont. Donc, l'augmentation des Kuluna en même temps qu'il y a la musique. Donc, moi, je pense que la musique doit revenir. Pourquoi? D'abord, il n'y a aucune loi en France ou dans les pays occidentaux où nous vivons qui interdit qui que ce soit de jouer la musique. C'est une décision qui a été prise d'une manière anarchique. C'est la même manière que vous venez de récuser ou de reprocher le gouvernement parallèle qui ne passe pas par le gouvernement au niveau de Kinshasa. Tout le monde le condamne. Et ça, c'est une façon de faire les choses anarchiquement. Et de la même manière, je ne peux pas accepter qu'un groupe de gens reste dans leur coin et décider d'empêcher le travail des autres. Les musiciens, c'est d'abord le travail. La musique, c'est leur gagne-pain. Quand ils viennent jouer ici, il y a les contrats qui ont été signés, et il y a les producteurs qui ont misé l'argent pour que la musique joue. Je ne vois pas pourquoi on doit empêcher nos compatriotes de faire la musique, de jouer leur musique, de faire leur spectacle. Pourquoi? Parce qu'il y a des individus qui l'ont décidé. Je suis contre l'injustice. Ça, c'est de un. De deux, on dit par exemple que donc il n'y aura pas la musique parce que le pays est en deuil, tout. Ben, écoutez, moi, partout où je vais au Congo, s'il y a le deuil, je vois la musique jouer. Au deuil même. Et les gens dansent en pleurant. Ce n'est pas une raison pour empêcher que la personne vienne faire son travail, joue la musique. Et aujourd'hui, ce n'est plus au niveau de la musique, ça descendait même au niveau des fêtes. Les fêtes de la maison, le Kuluna arrive, non, vous n'avez pas besoin de faire la fête
Donc, jusqu'à ce qu'un jour viendra dans vos maisons pour dire que vous n'avez pas besoin d'écouter la musique. Et pourtant, quand on fait le tour de leur domicile, vous trouvez la même musique jouée et leurs enfants dansent mieux que les danseuses de profil. Oui, alors j'essaie un peu de vous contredire sur vos propos. Je sais aussi, je suis parmi l'un de ceux qui a... Je pourrais initier aussi plusieurs combats contre ces productions de musique dans la diaspora. Il s'avère que cet arrêt de la musique dans la diaspora a produit ses fruits. Produit ses fruits dans le sens où le gouvernement est arrêté, les gens ont saisi même le gouvernement de Monzitou, je me rappelle à cette époque-là. Lambert Médé avait pris le temps de fustiger la diaspora par rapport à cela. Donc c'était devenu politique. Et deuxième chose que je pourrais dire par rapport à ces revendications de combattants, et je ne le suis pas, moi je suis simplement journaliste engagé et également activiste, pour dire que cette action menée par les combattants, c'est une action salutaire dans le sens où la société a été moralisée dans un premier temps, où les enfants qui volaient l'argent au sein de leur famille pour aller dans les musiques ne le font plus. Les enfants sortaient la nuit pour aller dans les musiques, faire de la voyoucratie et éviter l'école, ne le font plus. Les filles qui allaient voler dans les magasins pour s'habiller ou donner les habits aux chanteurs ne les font plus. Donc on s'est retrouvé, même les parents ont appelé plusieurs combattants, moi je suis témoin, en disant que merci beaucoup d'avoir interdit ces musiques-là. Et vous dites le contraire, parce que j'ai vu dans votre parcours, vous êtes producteur également, donc vous prêchez pour votre paroisse. Oui, je suis producteur, mais ce n'est pas beaucoup plus par rapport à ça que je défends. C'est juste pour lutter contre l'injustice. Parce que le travail des musiciens, c'est leur boulot, c'est leur gagne-pain, les producteurs aussi. Les producteurs ou les musiciens n'envoient pas les enfants ici d'aller voler dans les porte-monnaies de leurs parents pour aller acheter des habits. Et d'ailleurs, au niveau du Congo, la musique continue. Hein, quand on parle des problèmes des enfants, tout comme ça, la musique continue. Alors, si dans la diaspora, il y a des enfants qui vont acheter les choses, voler l'argent, mais il faut aussi voir ces problèmes au niveau interne de leur famille. Qu'est-ce que fait les parents, qu'est-ce que fait les papas ou les mamans avec les musiciens? Ça peut être l'héritage qu'ils ont vu par rapport à leurs parents s'ils le faisaient. S'ils le faisaient, ils ne pensent pas que tous les enfants ici dans la diaspora vont voler pour aller au concert. Non, c'est une catégorie des enfants qui ont pris peut-être les habitudes par rapport, il y a certes les entourages des voisins, mais par rapport aussi au comportement de leurs parents. Moi, je pense plutôt que les problèmes que vous venez de dire, c'est très important. Ça a alerté la conscience, oui. Mais jusqu'à quand va-t-on empêcher la musique de ne plus jouer? Alors on a observé bientôt, ça va faire 3 ans. Pour ramener à quoi en fait? Vous venez de dire que donc ils ne volent plus. Et raison de plus de faire revenir la musique parce qu'ils ont pris conscience de ne pas voler quand il y aura la musique. Qui dit que quand il y aura la musique, les familles qui ont pris conscience, comme quoi que donc voler c'est mauvais pour aller au concert, ils vont reprendre à aller voler parce qu'il y a des concerts. Je tiens à vous préciser une seule chose, vous étiez candidat malheureux, je peux le dire, lors des élections en 2006 en RDC. Et vous savez, en 2006 il y a eu tricherie, en 2011 également tricherie. Et en 2006, pas beaucoup au niveau de la députation. Oui, quand même. Je dis pas beaucoup, dans le sens qu'il y a eu, mais pas beaucoup, par rapport en 2011. En 2011, Kabila a nommé les députés. Donc les députés étaient choisis en avance. Il y avait une liste qui circulait en RDC. Vous êtes mieux placés pour le savoir. J'étais dans les secrets de Dieu pour savoir comment les choses se passaient en RDC. Il suffisait d'être l'ami de Bochab ou de Katou Mamouake qui est parti pour, bien entendu, figurer au niveau de liste de nouveaux députés qui devaient siéger à l'Assemblée nationale. D'où
cette révolte aussi de ces Congolais de la diaspora pour fustiger ces gouvernements. Je reviens à ceci. Je reviens pour dire que les chanteurs, tous ces musiciens-là, ont fait le lit de tout ce monde-là. Ont chanté la gloire de ces tricheurs. Commençant par Kabila, qui a été élu, vous le savez, dans quelles conditions ce président a été élu. La SADC a fait son rapport, la communauté européenne son rapport, l'Église catholique son rapport, l'organisation Carter son rapport, et vous connaissez le résultat de ça. Chanter la gloire d'un tricheur et venir dans la diaspora pour chanter pour la diaspora, qui se moque de qui en fait? C'est pour cela que le combattant ne voulait pas et ne veut pas. Moi je leur donne raison par rapport à cela. Comment pouvez-vous justifier cela? Vous chantez pour la gloire d'un tricheur qui a confisqué les pouvoirs, qui gère le pays par défi, qui tue le combattant qui part en RDC, commençant par, bien entendu, notre ami Armatougoulou, qui a été tué, et en tuant également le défenseur des droits de l'homme, Bazana, et bien entendu, Chebea. Comment pouvez-vous chanter la gloire de ces hommes-là? Je me rappelle en France, à l'époque de la résistance, quand la France a été occupée. Aujourd'hui, on est en train de parler du 8 qui est passé hier. C'est la capitulation de l'Allemagne conquérante. Donc ça nous rappelle encore ce qui se passe en RDC. Comment voulez-vous respecter ces gens-là qui viennent chanter, qui chantent pour le pouvoir en place, le régime en place, et qui viennent chanter ici pour récupérer l'argent de la diaspora? Bon, écoutez. On terminera par ça et puis on va faire un break sur autre chose. D'accord, moi je dis seulement que les rapports des observateurs a été écrit que même en dehors de cette tricherie, ça ne changerait pas l'ordre d'arrivée. L'élection était à un seul tour. Il y a aussi cet élément de conclusion qui a été comme ça, que c'est vrai qu'il y a eu des irrégularités, c'est vrai qu'il y a eu des tricheries, tout comme ça, parlant de l'élection présidentielle, hein, et que, quel que soit, malgré tout ça, ça ne change pas, ça n'allait pas changer l'ordre d'arrivée. Ça veut dire ce que c'est la vérité. Non, je fais comme parenthèse, ça c'était le dernier argument de Flau, qui est le pré-patron du Parlement de l'Assemblée fédérale belge, qui a émis cette hypothèse avec Louis Michel pour maintenir Kabila au pouvoir. Vous le savez aussi bien que moi comment, à quel jour ça a été organisé pour sortir ces propos-là. On le sait, ça s'est passé à l'hôtel Memling, et Ngoï Mulunda était dans l'hôtel Memling, a reçu l'ordre de Flau pour renverser la tendance, donner la victoire à Joseph Kabila. Donc vous le connaissez. Non, tout ça c'est pas un problème. Je dis, je sais que je suis dans la politique et j'étais sur le terrain aussi. Donc vous ne pouvez pas cautionner cet élément qui est assez probant, qui montre à Esséon que cet homme a triché. Je dis ceci que, compte tenu de tout ce qui s'est passé, la conclusion était des observateurs, c'était que malgré tout cela, l'ordre d'arrivée n'allait pas changer. L'élection à un seul tour. Ce sont les observateurs. Je ne pourrais pas vous couper. Je vais vous laisser aller jusqu'au bout de votre logique. Mais je vous dirais ceci. Rappelez-vous aussi en France, il y a eu des élections qui ont été très... On a trouvé dans une chaussette quelques bulletins de vote. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, il y a eu condamnation puis annulation. Voilà, annulation. Voilà, je m'arrête là. C'est à vous de continuer avec. Donc, alors moi, ce que je dis est que les observateurs ce n'est pas la CENI. Les observateurs observent et font leur rapport. La CENI a les procès-verbaux. Dans les procès-verbaux, il faut qu'il y ait des mentions en cas de constatation de fraude ou de quoi. Donc, ce qui fait que donc, le rapport de l'observateur n'a rien à voir avec celui de la CENI, parce que c'est la CENI qui décide par rapport aux éléments de preuve qu'il a sur le déroulement des élections. Ça, c'est juridique. Bon, deuxième chose, ça a été dit comme ça, que l'ordre d'arrivée n'allait pas changer. Ça,
moi, je ne vais pas rentrer dans les discussions. Et je vais seulement dire aussi que j'étais sur le terrain. Comme on n'aura pas le temps, je ne peux pas évoquer ça, mais en partant, je te laisserai l'analyse politique que j'ai fait des élections. J'ai écrit toujours, je l'ai fait, je vais vous donner, pour donner l'analyse que j'ai fait des élections. Si on regarde bien dans ces élections, il y a eu moins de représentation de l'UDPS sur l'ensemble du territoire national. Et il y a eu sur la représentation des gens de Kabila sur l'ensemble du territoire. Je donne un exemple. Vous allez dans une circonscription où il y a 5 sièges, par exemple à pourvoir, avec 15 ou 20 candidats en liste. Vous verrez un candidat de PPRD qui va dire aux électeurs, votez-moi comme votre député et votez Kabila comme président. Vous trouvez un message, votez-moi comme député, votez Kabila comme président. Et sur le 20, vous trouvez par exemple un seul, votez-moi comme candidat de l'UDPS et votez Etienne Tshisekedi. Et sur la représentation au niveau territorial, il y a eu moins de représentation de députés de l'UDPS. C'est l'ensemble, ça c'est mes analyses, c'est l'ensemble du territoire, c'est moins d'ailleurs. Et en plus, les élections étaient couplées. C'est le député qui fait campagne de président. Qu'est-ce qui se passerait-il là où il n'y a pas de candidat de l'UDPS à la députation? Donc il n'y aura pas la campagne du président Etienne Tshisekedi à la présidence. Donc il y a eu des éléments, tu auras le temps, enfin plutôt vous aurez le temps de... Je vous laisserai, c'est mon analyse personnelle que j'ai gardée, je vais vous le donner pour voir l'analyse que j'ai faite. Et à la fin des résultats, à la fin, quand on compare les résultats de 2006, parce que je reviens sur ça, parce que vous dites que donc c'était moins, il y a eu moins de tricherie. Les résultats de Kabila au premier tour avoisinent les résultats de Kabila en 2006 sans Kengo Adondo et Kamere. Donc c'est-à-dire si on prend les résultats de Kengo Adondo et les résultats de Etienne Tshisekedi, on retrouve à peu près le même nombre qu'il y a eu et qu'avait obtenu Jean-Pierre Mbemba en 2005. Donc bon, on ne veut pas rentrer dans... Moi je ne veux pas... Maintenant, au niveau de la musique... Je vais quand même terminer par rapport à cela pour qu'il n'y ait pas une zone d'ombre par rapport à ce que vous venez de dire. Mais sachez une seule chose, les revendications de la communauté internationale étaient claires. Enfin, cette revendication est claire. La seule revendication, pas les revendications, mais une seule revendication que Kabila est en train de s'exécuter est là, de revoir la CENI. Oui. Pourquoi, quand on parle de revoir la CENI, de faire une certaine autonomie de la CENI et de l'indépendance de la CENI, promulguer une loi concernant la loi électorale, la loi de la CENI, que Kabila vient de promulguer là. Pourquoi? C'était l'exigence de la France, l'exigence de la communauté internationale, l'Union européenne, la Belgique également. Oui. Pourquoi? Parce que Ngoï Mulunda avait failli par rapport aux dernières élections. Dans cela, qu'est-ce qui demande de voter 5 membres? Vous êtes d'accord? Vous êtes au courant de cela? 5 membres où on doit récupérer à la fois de toutes les tendances confondues, société civile, opposition, pour éviter ce qui s'est passé grossièrement en 2011. Nous ne devions pas revenir sur ça. Je ne vous fais pas le procès, vous êtes libre de dire ce que vous êtes en train de dire. Moi, je suis libre d'apporter des éléments probants qui prouvent que les élections, les dernières élections ont été un simulacre de quelque chose qu'on devait avoir de mieux. Alors, maintenant, nous sommes avertis de ce qui s'est passé. Pour que Kabila revienne dans la scène politique, c'était la première exigence, c'était ça. De refaire, si on veut, le chemin vers l'Europe. Depuis qu'il est au pouvoir, combien de fois il est venu en France? Combien de fois il est venu en Belgique? Combien de fois il est venu dans la communauté internationale en visite officielle? Donnez-moi. Donnez-moi seulement des éléments en fonction de ça, pour que vous puissiez savoir que lorsqu'il a été
si on veut, entre guillemets, proclamé président de la République lors de son investiture, et vous avez vu vous-même le résultat de cela, prêter serment dans une caserne militaire et autour de chars. Là, on ne peut absolument pas faire. Mais je ne suis pas là à faire le procès. Je suis qu'un journaliste qui donne son appréciation par rapport à ce qui s'est passé. Maintenant, nous allons avoir une CENI, entre guillemets, qui fonctionnera comme il faut avec un nouveau président en dehors de Ngolo Mulunda qui a fait un désastre au sein de cet appareil. Ok, donc je dis ceci que par rapport à la publicité, je commence par là, par rapport à la publicité des musiciens qui chantent un tricheur, c'était une question, je ne suis pas encore arrivé. Voilà, donc c'est là, on va terminer avec ça. Oui, après je vais revenir aussi pour... non mais là, sinon on ne va pas partir et revenir. Ok, juste un mot, voilà. Je dis que donc les musiciens ont le devoir, ont le droit de faire la publicité de la personne qui l'a demandé. Ce sont d'abord aussi les agents publicitaires, ça c'est un. Maintenant, au niveau de la CENI, c'est vrai, tous les observateurs et nous-mêmes les Congolais, on a vu, et vous aussi, vous avez vu qu'il y avait des irrégularités graves au niveau des élections qui se sont passées au niveau de CENI. Et il était le souhait de tous que CENI puisse changer. Ça a été fait dernièrement par rapport à la loi, mais qu'est-ce que ça va changer concrètement? À mon avis, je trouve qu'il n'y a rien qui va changer. Je suis d'accord. Pourquoi? Pourquoi? Parce que d'abord, le pouvoir a toujours la majorité. Je suis d'accord. Sur les 13 membres, je crois que certes déjà c'est pour le pouvoir, c'est déjà... Je disais que donc la CENI, pour moi, je ne vois pas les changements. Parce que la majorité est toujours majoritaire au niveau de CENI, même si on a intégré la partie civile. La société civile. La société civile. Mais c'est toujours la société civile, parce que la société civile n'a pas dit que c'est pour l'opposition. Et nous savons la motivation de beaucoup de gens qui cherchent là-bas, c'est d'abord le travail. Et l'argent aussi. Et ce qui dit travail dit la recherche d'argent. Mais quand on voit le député qui gagne déjà, qui se fait corrompre tous les jours à l'Assemblée, donc c'est que donc, le sort de la CENI, même si c'était modifié, ça va toujours dépendre des désirata du pouvoir. Pardonnez-moi, pour terminer avec ça, c'est très important, on avait peut-être oublié, Dieu merci, notre cerveau fonctionne toujours. Des bruits du couloir, ici et là, les gens essaient de dire que Joseph Kabila essaye de modifier la Constitution. Et que la communauté internationale a mis en garde Joseph Kabila de ne pas franchir cette ligne rouge. Que pensez-vous par rapport à ça? Bon, écoutez, moi, je sais que la Constitution a été scellée, parce qu'on a débattu beaucoup en 2006, j'ai fait beaucoup de débats, pour obtenir cette Constitution. Ce n'était pas une Constitution exemplaire, mais en fait, pour moi, il fallait partir par là. Ouais, mais les Constitutions étaient prudents parce qu'ils avaient scellé certains articles, on n'a pas le droit de les modifier. Par exemple, le nombre de mandats, tout comme ça. Je ne pense pas par quel mécanisme on va donner au président Kabila de prolonger le mandat. On a déjà vu ça partout en Afrique, on a posé la question à Sassou Nguesso dernièrement, c'est pareil, il y a toujours la possibilité d'imposer et de trouver, de gouverner par défi. Ça, on peut s'attendre. Mais moi, en tant que stratège, je crains qu'il n'y ait pas des élections organisées en 2016. Si la Constitution n'est pas modifiée, en tant que stratège, si la Constitution n'est pas modifiée, et si le pouvoir, président Kabila a toujours l'intention de continuer, à l'absence de la modification de la Constitution, il ne va pas organiser des élections. Parce que si on n'organise pas les élections, donc comme il n'y a pas des élections, lui, il continue. Jusqu'à quand? Mais quand il y aura des élections, il y aura quand? Et quand il va organiser quand? On ne sait pas. Voilà le chemin qui va aller, qu'on risque de vivre en 2016. Et je pense que ce schéma-là, on va le vivre en 2016. Alors, d'autres parlent
de la réconciliation, d'abord le débat, la rencontre avec la diaspora. D'autres veulent aller, d'autres n'iront pas, donc ils sont fermes et catégoriques. Moi je pense qu'on ne peut pas négocier avec les tricheurs, c'est ce que moi je pense d'ailleurs, et je n'irai pas d'ailleurs à cette conférence pour la RDC. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette conférence nationale qui va réunir tout le monde? L'UDPS a dit non, hein, par la voix de son président, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis toujours des non-violence. Moi, c'est le dialogue qui est important. Quels que soient les endroits où il est question de parler des problèmes du Congo, moi, je vais pour négocier. Et dans notre langage diplomatique, dans la stratégie, on dit qu'un mauvais accord vaut mieux qu'aucun accord. Donc, aller sur la table des négociations, tête à tête, se faire connaître, les yeux dans les yeux, peut toujours dégager quelque chose. On amène des propositions, tricheur ou pas tricheur, il est là-bas, quand on tape qui est le président du Congo, c'est Joseph Kabila. Donc on est obligé de faire avec, si nous aimons le Congo. J'aimerais d'abord rajouter une chose. D'ailleurs, nous les Congolais, nous avons intérêt à aimer Kabila. On n'a pas intérêt. Si nous voulons, je dis que nous avons... Là, je vous modifie. Laisse-moi dire, moi je dis on n'a pas intérêt parce qu'il y a l'intérêt, c'est-à-dire l'obligation. Moi je dis que nous avons intérêt à aimer Kabila. Il est arrivé en 2001 au pouvoir, il est au pouvoir, il est là au pouvoir. Quand nous crions dans les rues de Paris, dégage, 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 ou des rues de l'Europe, dégage, dégage, mais les Blancs se moquent de nous. Parce que si nous-mêmes nous disons que c'est nous qui avons mis Kabila là-bas, mais quand vous vous dites des gars, il est toujours en liaison avec cela. Alors, est-ce que la meilleure manière... Laissez-moi terminer, pardon. La meilleure manière de faire dégager Kabila ne serait pas que les Congolais l'aiment plus? Non. Je pense que la seule façon que vous essayez de faire passer... Je suis un non-violent. Non violent, mais c'est pas dit qu'on ne peut pas combattre avec un régime sanguinaire et totalitaire. Non, on dit simplement une seule chose, vous avez dit que c'est les Congolais qui l'ont mis en place. Non, c'est la communauté internationale qui a pris la décision de faire garder cet homme au pouvoir. Je voulais quand même faire cette rectification. Mais je dis que c'est la communauté internationale. Mais par contre, quand nous y allons dans les rues de l'Europe, sachez que Kabila dégage, mais c'est le rapprocher encore plus de ceux qui l'ont mis en pouvoir. Non, pardonnez-moi. Quand on parle de Kabila dégage, il y a un signal fort qui est lancé à la communauté internationale. Ce signal, on a vu les résultats aujourd'hui. Quand le président François Hollande est parti en RDC faire un discours et on sait ce qu'il a dit. On le sait. Aujourd'hui, je vous ai posé la question, citez-moi un seul pays où Kabila en 12 ans est venu en visite officielle. Ben, vous allez compter sur mes doigts, là, vous ne le saurez pas. Il est bien chez lui. Hein, je ne parle pas. On ne peut pas. Vous savez, le pays, vous avez dit, le pays devient, vous savez, la planète, c'est un village. Un village planétaire, oui. On ne peut en aucun cas se permettre de dire que celui-là est bien celui. Si on est un vrai stratège, un vrai politicien, d'autres pays qui ne s'ouvraient pas s'ouvrent. Et mais là, pardonnez-moi. Le Congo n'est pas fermé. Non, pardonnez-moi. Le Congo n'est pas fermé. Pardonnez-moi. Ouais. Le premier VRP du pays, c'est le président de la République. Le VRP qui ramène derrière lui le chef d'entreprise et ses ministres pour à la fois voir en termes d'échange avec leurs homologues, là où ils vont aller en mission. Le chef d'entreprise vont négocier avec les grandes entreprises de CAC 40, des 40 sociétés de la bourse pour essayer de se tirer un peu la lumière de ces sociétés cotées en bourse pour avoir une certaine visibilité dans leur pays respectif, c'est-à-dire au Congo, avoir Shell, Total, Alstom, mettre les trams à Kinshasa, tout cela pour les emplois, pour le bien-être du Congo. Bien entendu. Donc le VRP, le premier VRP, avant qu'il y ait le président de chambre de commerce de l'industrie puisse aller, mais le président là, de chambre de commerce de l'industrie, va accompagner
le président de la République, et c'est le président de la République qui donnera les holà, qui donnera le mot essentiel, afin que les investisseurs puissent venir un pays. Alors on ne peut pas dire qu'un pays, le président soit mieux chez lui. Ça c'était la parenthèse. Pour terminer. Attends, est-ce que, avant de continuer, attends, je viens pour ne pas oublier. Est-ce que M. Bongo, je ne sais pas si c'est Bongo ou des Bongo, M. Bongo, est-ce que vous venez de dire ici une chose? Quand on est parti des Kabila dégage, vous venez de dire que ça a eu l'impact. Pourquoi? Parce que quel est le pays où le président Joseph Kabila a été reçu en visite officielle? Vous-même vous avez répondu, on ne peut compter que sur le bout des doigts. Ok. Et après vous avez expliqué que le premier VRP du pays, c'est le président qui ramène ses ministres, qui va voir les investisseurs pour les ramener, pour les convaincre à amener les investissements au Congo. Et ces investissements que vous venez de citer vous-même, des Total, des Shell, des tramways, tout comme ça, c'est pour assurer le bien-être du peuple congolais. Alors, pendant que, comme vous reconnaissez que les présidents ne peuvent plus déplacer, pourquoi? Parce qu'il y a la diaspora qui crie jour et nuit que Kabila dégage, mais vous vous rendez mauvais service au Congo. Non, attendez. Vous vous rendez un mauvais service au Congo parce que si le président était VRP, si vous avez les soucis du Congo, vous aurez dû demander à ce que lui qu'il puisse se promener, faire le lobby pour l'intérêt du Congo, le permettre à se promener, à faire ce lobby, à faire ce appel d'investissement pour le bien-être du Congo. Oui, alors, vous venez de m'avouer que grâce à la diaspora, avec les Kabila dégage, le président ne peut pas ramener des investissements. Permettez-moi, vous marchez contre le Congo. Non, je n'avoue absolument rien. Je suis en train de vous démontrer simplement qu'on ne peut pas gérer un pays. Je vous ai jamais... Non, je dis qu'il était bien chez lui. Vous avez dit non, le président ne peut pas être bien chez lui parce qu'on est dans un monde planétaire. Il faut qu'il voyage. Il ne voyage pas parce que la diaspora, l'école de diaspora est entendue en disant que Kabila dégage. C'est moi qui mets les... Et maintenant, vous dites... Laissez-moi terminer, laissez-moi... Vous répétez. C'est pas en se répétant que vous allez convaincre les gens. Je dis des choses simples. Je dis on ne peut pas gérer un pays par défi. On ne peut pas gérer un pays tout en sachant qu'on avait triché lors des dernières élections. On ne peut pas gérer un pays tout en sortant le char pour tirer sur la population pour garder le pouvoir. On ne peut pas gérer le pays tout en confisquant, bien entendu, la richesse du pays par une certaine oligarchie. On ne peut pas gérer le pays qui, bien entendu, les gens qui y vivent te montrent du doigt que vous n'êtes pas de ces pays-là. Il faut le prouver. Il y a beaucoup de choses. Vous avez dit quelque chose d'essentiel, que le pays ne marche pas bien parce que l'armée ne fonctionne pas. Il y a un chef des armées. Ça fait 13 ans qu'il est au pouvoir. Ça fait 20 ans qu'il est en RDC. Il n'a jamais enrayé cette souffrance qui est dans l'est de la RDC. Il est chef des armées. Je dis bien chef des armées. En 12 ans, nous pouvons mettre en place une armée de 500 000 hommes pour marcher sur toute l'Afrique centrale. J'ai bien dit marcher sur toute l'Afrique centrale. Nous sommes à 70 millions d'habitants. Et si on mettait seulement 500 000 hommes pour la souveraineté du Congo, aucun pays pourra dire un mot sur la RDC. Ça, je fais la petite parenthèse. Quand j'ai dit la diaspora à réveiller la conscience internationale, même des investisseurs, même des présidents qui sont à l'étranger, parce qu'ils voulaient montrer à cette communauté internationale qu'il y a un point focal que vous deviez traiter, c'est la fourberie, la tricherie et la malveillance de ces régimes qui est en place. Donc on ne peut pas s'asseoir avec quelqu'un qui a triché. On ne peut en aucun cas donner un crédit à celui qui est venu au pouvoir, au bout de 15 ans, 13 ans de pouvoir, devient milliardaire avec 15 milliards de dollars sur son compte, sur le compte offshore. On ne peut en aucun cas laisser cette population dans une misère terrible. Aujourd'hui, la RDC, c'est le pays où on ne peut pas être femme dans ce pays. Le pays, le dernier rapport qui vient de sortir hier, est coté à 187e au niveau de la protection de la femme. C'est-à-dire que
les derniers de la classe. On ne peut en aucun cas se prévaloir dire que depuis que je suis au pouvoir, j'ai ramené la stabilité en RDC, que les gens mangent à leur faim. C'est à partir de ces revendications-là, les Congolais sont en train de dire non à cela. S'il a porté le bien-être dans ce pays, qu'il soit rwandais, qu'il soit tanzanien, qu'il soit je ne sais pas où, d'où il peut venir, il aura mon appui à moi, Roger Bongos. Parce qu'il a porté la nourriture à ma famille, il a porté la nourriture à la stabilité à mon pays, il a porté tout ce que le Congolais espère avoir aussi. Voilà ce que les Congolais demandent. On n'a pas besoin. J'ai dit le monde, c'est un village planétaire. On peut avoir le Sarkozy en France qui vient de Hongrie. On peut avoir Eduardo dos Santos qui vient de Sao Tomé. On peut avoir des présidents qui viennent d'ailleurs, mais qui ne sont pas originaires. Moi, je peux être un bon président de ces pays en France parce que j'ai été adopté dans ces pays. J'ai reçu l'instruction ici. Donc je servirai ces pays. Donc je ne vois pas le problème à ce niveau. Donc on ne peut pas gérer un pays par défi. C'est ça que je voulais simplement vous le dire. Si les Congolais veulent... Vous savez, la diaspora a envoyé combien en 2011 En 2012, 2013 5 milliards, je crois. Mais alors donc la diaspora supporte le gouvernement. Parce que si la diaspora arrête le robinet, le gouvernement tombe. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, ben je sais. Alors, pour terminer, votre mot de la fin. Alors, moi, je dis ceci. Votre mot de la fin. On ne peut pas non plus reprocher autant à un gouvernement et se comporter de la même manière dans l'opposition, comme c'est là même dont on est en train de reprocher. Si on prend l'exemple de la diaspora ici, si on prend l'exemple de la diaspora ici, en Europe, en Occident, il n'y a pas l'organisation. Il n'y a pas une structure, on n'est pas crédible. Et en plus, les combattants qui disent combattants et qui reprochent au gouvernement des choses, tapent sur les Congolais. Où est la différence entre celui qui a tué Armand Tungulu et celui qui met le couteau dans les dos d'un Congolais ici, soit disant que le pays est en deuil, soit disant que donc ils ont chanté pour un tricheur. Vous cherchez l'amalgame là-dessus, hein? Ce n'est pas l'amalgame, c'est justement ça. Je crois que donc il y a des choses. Vous savez, nous avons beaucoup de choses à nous reprocher nous-mêmes. D'accord, bien sûr. Nous, Congolais, il faut faire l'autocritique. Vraiment, nous devons faire l'autocritique. Avoir l'esprit critique, avoir le jugement des valeurs. Nous, les Congolais, on dit toujours, celui-là c'est un voleur en bloc. Mais au lieu de chercher dans la personne qu'est-ce qu'il a de l'essentiel, qu'est-ce qu'il a de meilleur, nous on met en bloc, voilà c'est un voleur, c'est fini. On dit que Mobutu n'a rien fait, c'est un voleur. Mais écoute, il y a des réalisations qui sont vivantes aujourd'hui, qu'on sait que par exemple c'est de Mobutu. Donc moi, j'appelle le Congolais à avoir quand même un jugement des valeurs, à chercher l'excellence dans la personne, dans la tête, dans le cerveau de la personne, dans tout ce qu'il a fait dans la vie. Cherchons ce qui est bien, plutôt que d'aller chercher ce qu'il y a des bêtises qu'il a fait pour les remonter. Donc il faut que nous ayons la politique de l'excellence. Et deuxième chose, nous devons avoir... Terminé. Oui. Deuxième chose, nous devons avoir l'esprit des textes, c'est-à-dire le respect de la parole donnée. Quand on a signé un engagement, nous devons le respecter. C'est tout ça. Nous reprochons aux gens, aux dirigeants acteurs qui sont au pouvoir, ils sont des dictateurs, on les donne les noms. Mais regardons nous-mêmes comment nous nous comportons dans nos familles. Est-ce qu'on est des démocrates? La démocratie, ce n'est pas quelque chose de l'individu, ça ne se décrète pas. La démocratie, ça se cultive dans les mœurs. Et une fois qu'on a la démocratie, et à ce moment-là, on va constater que voilà, on est des démocrates. Vous dites qu'un tel, c'est un dictateur. Vous arrivez à la maison avec sa femme, tu le tabasses, tu ne veux pas qu'il parle. Qui est dictateur et qui ne l'est pas? Mais c'est la même manière que vous allez gérer le pays, c'est la même manière que vous vous comportez avec vos enfants à la maison, avec vos femmes à la maison, avec vos sœurs et frères. Est-ce qu'aujourd'hui le Congolais est assez démocrate? Je ne pense que non. Nous ne sommes pas encore dans l'esprit de démocratie, n'est pas encore dans nos mœurs. Parce que l'esprit de démocratie, c'est l'esprit de responsabilité. C'est la tolérance, c'est le dialogue.
entre même les combattants ici qui vivent dans les pays. Voilà, merci à vous, merci. Bon, vous venez de terminer, c'est passionnant, mais nous sommes obligés de couper. Nous sommes préparés le temps, plus d'une heure ensemble. C'est intéressant, nous ferions une prochaine émission ensemble. Je vous dis à très très bientôt. Merci d'avoir suivi ces débats assez intéressants. Ça donnera du grain à moudre à la diaspora, afin que la diaspora puisse se prendre en charge. C'est assez intéressant, c'est important d'ouvrir les yeux et de voir beaucoup plus loin. L'horizon est assez lointain, mais il faut aller vers cet horizon-là et connaître le fondement de la vraie politique et de la vraie opposition et la vraie résistance, de respecter tout le monde et de respecter vraiment le principe de la résistance et le principe du combat, afin que nous soyons victorieux. Merci à vous et à très bientôt. Des armes, ils s'approprient les matières premières comme l'or et d'autres minerais dont le sous-sol de la province regorge. Des armes, ils s'approprient les matières premières comme l'or et d'autres minerais dont le sous-sol de la province regorge.